Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur la mise en place du régime de responsabilité élargie des producteurs d'emballages non ménagers qui est organisé dans le cadre des activités Betriber Envelt. Nous allons passer une petite heure ensemble. Alors, je vais vous montrer le programme du jour. Donc après une petite introduction de ma part, Tim Mirguin, qui est chargé d'études au sein de l'administration de l'environnement, exposera le cadre légal et les obligations des producteurs d'emballage. Puis Marc Bastian, qui est spécialiste des opérations chez Valorlux ASBL, expliquera les responsabilités et les services proposés par Valorlux, le seul organisme agréé au Luxembourg. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de la session de questions-réponses après les interventions. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais donc donner la main à Monsieur Mirguin de l'administration de l'environnement. Voilà, la parole est à vous, Monsieur Mirguin. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Tim Mirguin de l'administration de l'environnement. Donc, moi, je m'occupe ici, entre autres, de ce qu'on appelle la filière REP pour les emballages non ménagers dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous donner le contexte un peu du cadre légal, mais également, je vais un peu vous expliquer en général ce qui est une filière REP, de quoi il s'agit, quel en est le but. Après, on va voir qu'est-ce que nous entend par emballage non ménager et pourquoi on fait la distinction entre emballage non ménager et ménager, et surtout ce qui est un responsable d'emballage. Donc, la question est ici, pour les intervenants, voilà, ça se peut que vous êtes ce que nous on appelle un responsable d'emballage et vous allez avoir du coup des obligations sous cette loi-ci et vous allez faire partie du système REP. Donc après, je vais un peu aller dans le détail de quelles obligations il s'agit et ce que vous devez faire si vous êtes une société concernée. Donc voilà, un peu, j'ai fait un schéma simplifié pour vous expliquer ce qui est une filière REP et comment elle fonctionne. Donc REP, c'est pour la responsabilité élargie des producteurs. Donc si vous regardez ici, je vous montre un flux typique, comment on le connaît un peu des schémas d'économie circulaire. Donc si vous voulez, on va parler par exemple, un emballage plastique. Donc il est créé par le producteur va emballer ses produits. Il y aura un vendeur qui va les vendre au consommateur et le consommateur, lui, de son côté, voilà, il va déballer le produit et, espérons-le, le collecter séparément et le donner dans une filière de recyclage où après, le plastique va être recyclé et de nouveau, espérons-le, être utilisé pour la production d'emballage. Donc, quelle est l'idée derrière? Donc, on connaît tous le principe du polluter pays. Donc, ça serait a priori le consommateur qui se défait de son emballage. Par contre, le problème, c'est que le consommateur, lui, il n'a pas beaucoup d'influence sur son emballage. Vous le connaissez, vous allez acheter, même en ligne, vous allez acheter votre emballage, un produit. Le produit, souvent, il est suremballé et ou voilà. Et au mauvais, difficile à recycler. Et là, vous n'avez pas vraiment d'influence là-dessus. Donc, ici, ce qui en est, la responsabilité élargie du producteur, c'est qu'on va responsabiliser le producteur ou le vendeur en fonction des cas pour justement le mettre en responsabilité euh, pour faire en sorte que l'emballage est plutôt recyclable, qu'il n'est pas suremballé et plein de choses comme ça. Donc, si je donne l'exemple au Luxembourg, si vous le connaissez, voilà, vous en tant que consommateur, vous le savez bien, à la maison, vous allez trier votre carton, vous le mettez dans une poubelle à part, faites le même avec le verre et vous allez utiliser probablement le sac bleu pour vous défaire de tout ce qui est les emballages plastiques, canettes, etc. En fait, ce qui se fait ici, donc on a les producteurs et les vendeurs, donc ça c'est les supermarchés ou les producteurs euh, de lait, on va dire, qui eux, de leur côté, ils sont associés dans un organisme agréé, ce qui est Luxembourg et Valorlux, qui va finalement financer tout ça. Donc, vous, si vous êtes
typiquement, bah, voilà, de vos emballages plastiques dans le sac bleu, bah, il faut savoir que le sac bleu, tout système, il est financé par nos supermarchés et par nos producteurs. Donc ça, c'est le principe d'une filière REP. Donc voilà, c'est pour les déchets ménagers, on le connaît déjà. Et maintenant, voilà, on va avoir l'obligation d'également le faire pour tout ce qui est les emballages non ménagers. Donc cette obligation, elle est déjà au cours depuis le 1er janvier 2025. Donc maintenant, tous les producteurs ou les vendeurs, en fonction des cas que je vais vous montrer, bah, ils vont devoir être affiliés à un organisme agréé et prendre des responsabilités en main. Donc, comme j'ai dit, l'objectif d'une filière REP, c'est de transférer la responsabilité de la gestion des déchets engendrés aux entreprises responsables de mise sur le marché. Donc, on va voir, mais ça sera plus tard, mais en général, ces responsabilités comprennent encore d'autres responsabilités que uniquement la collecte, par exemple. Hein. Donc, on va également avoir la prévention, le réemploi, le recyclage, comme on l'avait dit, conception améliorée de produits, et des changements comportementaux société. Bon, ça, c'est des actions, des campagnes auprès des consommateurs pour mieux trier leurs déchets, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un peu des choses qui sont déjà vraiment bien en place pour tout ce qui est des emballages ménagers, mais qui va maintenant se mettre en place pour les non ménagers. En sachant qu'ici, il est clair que des mesures ici, des responsabilités sont surtout figées pour le ménager. Donc, pour le non ménager, ça va être un peu structuré différemment. Donc, maintenant, voilà. Qu'est-ce qui est un emballage non ménager? Donc, un emballage non ménager, c'est un déchet qui ne provient pas des ménages et des établissements qui génèrent des déchets susceptibles d'être collectés et traités de la même condition que les déchets provenant des ménages. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, c'est vraiment les déchets qui sont générés par les privés, pas par les sociétés. Donc ça, c'est vraiment, voilà, typiquement dans les supermarchés, tout ce qui est les déchets qui viennent directement des produits. Donc, pour ce qui est non ménager, en fait, bah voilà, vous voyez ici un exemple. Vous avez une palette. Donc voilà, la palette, c'est typiquement un emballage qui est généré par des sociétés. Vous avez un film étirable, ça aussi typiquement autour des palettes. On le voit souvent, ça va rentrer dans les emballages non ménagers, mais également ici les coins, par exemple, et etc. Donc la boîte de carton, ça va dépendre si la boîte de carton, elle va encore contenir des produits qui sont eux-mêmes emballés, qui vont être utilisés par les ménagers. Ce sera uniquement la boîte de carton qui tombera ici sous le non ménager. Donc c'est vrai, il y a quelque part parfois des questions qui peuvent se poser où vraiment on va s'arrêter avec le non ménager, le ménager, mais souvent c'est quand même assez clair. Donc ici, l'exemple, c'est typiquement les emballages tertiaires, film étirable, palette à usage unique, coin. Après, on parle des emballages secondaires, de groupage. Donc ça, c'est justement les cartons qui regroupent les différents produits. Et après, les emballages primaires, donc ça serait vraiment les emballages que l'utilisateur final, il va enlever. Donc ici, il y a aussi quand même une certaine rangée qui peuvent tomber sur le non ménager, mais ça c'est uniquement s'ils sont vraiment aussi utilisés en industrie ou dans le commerce par exemple. Mais ça c'est alors du coup des emballages qui sont souvent assez grands. Donc ici on va parler de plus de 10 litres ou de 10 kilogrammes. Par exemple, dans un grand restaurant qui va avoir des bidons de 10 litres d'huile par exemple. Et ce qui vient aussi encore, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi les emballages réutilisables. Ils tombent également sous la responsabilité, mais dans un premier lieu, cette responsabilité, elle ne sera pas encore directement appliquée, mais dans une deuxième phase, surtout dans le non ménager, tout ce qui est emballage réutilisable deviendra assez important. Et même au niveau européen, on va avoir des obligations à ce niveau concernant les sociétés. Mais bon, ça c'est un peu à venir et voilà, on va progresser graduellement en fait pour la même manière que ça a été fait pour les ménagers pour appliquer toutes ces réglementations. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est la définition d'un responsable d'emballage?
Donc, on a 3 cas différents que je vais vous expliquer. Donc ça, c'est également directement le texte tel qu'il est extrait par la loi. Donc, le cas le plus simple, donc ça, c'est une société qui est établie dans l'Exposure. Donc voilà, on va l'appeler un responsable d'emballage qui va remplir ou vendre directement à une autre société des produits qui sont emballés. Donc, vous voyez ici la palette, les cartons, etc. Donc, en fait, ce qu'on va dire, elle est mise sur le marché luxembourgeois des produits emballés. Donc, ça, c'est vraiment le cas le plus facile. Peut-être aussi un exemple, voilà, ça va être un vendeur de produits qui vont être utilisés dans la construction, typiquement. Donc, voilà, vous avez ici les sociétés de construction qui vont recevoir les produits et la société qui leur a vendu ces produits-là ou qui les a même créés directement elle-même, ben voilà, c'est elle qui va être responsable pour les emballages des produits qui ont été vendus dans une société de construction ici. Donc, on va voir le deuxième cas. Voilà. Donc, ça, c'est un autre cas. Donc, ici, on va parler parce qu'il faut quand même essayer on essaye de viser surtout les sociétés qui sont au Luxembourg à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici le premier acteur à réceptionner à titre professionnel des produits emballés importés. Okay? Donc, ça, c'est la société. Elle va importer des produits qui sont emballés, mais c'est elle qui va devenir responsable pour les emballages des produits qu'elle a achetés si elle met également sur le marché luxembourgeois des produits emballés. Donc, si cette société, et même la plupart des sociétés de production euh, ou même des distributeurs, ben voilà, ils vont mettre des produits emballés sur le marché luxembourgeois. Et donc, elle devient responsable pour aussi les emballages qu'elle a importés au Luxembourg. Et après, le troisième cas, euh, on va dire, il vient surtout un peu du ménager. C'était en fait la raison pourquoi il a été introduit ici dans la législation. Donc ça, c'est un responsable d'emballage qui ne va pas se trouver au Luxembourg. Donc elle est établie en dehors du Grand-Duché du Luxembourg, mais elle va directement vendre à des ménages, des utilisateurs euh, qui vont les utiliser. Donc, comme j'ai dit, c'est typiquement maintenant vos achats en ligne. Donc, si vous allez faire, en tant que consommateur, des achats en ligne, bah voilà, c'est la société qui va être responsable pour les produits. Donc, typiquement, l'exemple, ce serait Amazon. Voilà, vous avez acheté quelque chose sur Amazon. Donc, c'est à ce niveau-là, Amazon qui va être responsable pour leur emballage. D'ailleurs, Amazon font aussi partie, justement, dans ce qui est les ménages. Dans ce qui est le ménage, ils font aussi partie de l'organisme agréé qui est au Luxembourg, Valeur Luxe. Bon, maintenant, donc ça, c'est un peu la raison de cet article, mais on va également pouvoir l'appliquer aux non ménagers. Donc là, on va dire que voilà, il y a une société qui a importé des produits qu'elle va utiliser elle-même sans mettre des produits sur le marché luxembourgeois. Donc en industrie, on ne voit pas nécessairement s'appliquer ce point parce que voilà, dans l'industrie, on va également générer de nouveau des produits qui sont emballés. Par contre, on va voir un peu peut-être des exemples. Un exemple de nouveau serait une société de construction. Voilà, donc vous avez une société de construction qui fait importer des produits de l'étranger. Là, ce n'est pas la société de construction qui va être responsable, mais la société qui va se trouver de l'autre côté de la frontière. Bon, il faut savoir ici, ça se peut qu'il y a des cas spécifiques que certaines sociétés sont concernées au monde si elles sont dans ce cas-là. Mais le mieux à faire, de toute façon, vous allez voir après, ben voilà, il y a nos données, contactez-nous, envoyez-nous des emails et on va pouvoir analyser ces cas et voir si vous trouvez dans un des cas de figure ici, si vous n'êtes pas certain que vous le faites déjà. Et j'imagine que la plupart des sociétés, ben voilà, si vous vendez quelque chose au Luxembourg, vous allez être responsable pour les emballages ou bien ce que vous avez importé et aussi ce que vous avez mis sur le marché. Donc voilà, je vous ai un peu essayé d'expliquer ces cas-là,
comme je dis, ça peut être un peu compliqué. J'ai essayé de visualiser, mais n'hésitez pas jamais à nous contacter si vous avez des questions précises ou peut-être après encore dans le webinaire. Donc voilà, quelles sont les obligations? Donc la première obligation, voilà, c'est de quoi il s'agit. Donc on est tenu d'atteindre les objectifs minima des taux de recyclage. Donc au niveau européen, nous on a une obligation, je vais dire par exemple pour les déchets d'emballage plastique jusqu'à 2025. Donc cette année-ci, il faut obtenir un taux de recyclage de 50%. Donc cette obligation va être remise ici aux organismes agréés qui vont devoir démontrer également que les déchets d'emballage qui ont été générés d'après leurs produits, que 50% de ceux-ci vont aller être recyclés. Donc voilà, on a ici un peu une distribution entre ménager et non ménager qui va se faire, mais bon, c'est le but du jeu. Donc c'est en fait la responsabilité principale qu'on essaye d'atteindre. Et voilà, dans l'article 1, également, il y a quand même marqué que pour les emballages non ménagers, le responsable d'emballage doit contractuellement contacter un organisme agréé. Donc voilà, à ce niveau-là, si vous êtes responsable d'emballage aujourd'hui, vous allez devoir aller donner cette responsabilité à un organisme agréé qui est au Luxembourg et Valeur Luxe. Après, ce qui est encore important, donc j'ai encore pris 2-3 points, ils ne vont pas nécessairement tous être appliqués immédiatement, voilà, parce que l'organisme, la chaîne de responsabilité élargie des emballages pour tout ce qui est non ménager, elle vient d'être créée. Donc, comme j'ai dit avant, l'obligation était à partir du 1er janvier 25 d'adhérer à un organisme agréé. Mais qu'est-ce qui est important? Voilà, dans le futur, ce sera prévention et emploi, ça va devenir très important. Mais ici, la première chose, c'est la transparence des flux de déchets. Donc pour nous, on sait très bien, pour tout ce qui est ménager, on sait ce qui est collecté au Luxembourg et on connaît également la chaîne entière où ils seront traités. On est d'accord, ils vont souvent, la plupart du temps, on les collecte dans les tri au Luxembourg, ils sont exportés et voilà, et là, ils vont être recyclés dans les pays limitrophes pour être réutilisés par après, matière première. Par contre, pour les déchets non ménagers, les flux ne sont pas aussi transparents pour les ménagers. Ils ne sont pas encore connus. Donc, c'est vraiment là un cas où on va essayer de créer une transparence par la filière REP des non ménagers. Donc, on sait bien que, voilà, on voit qu'avec les sociétés au Luxembourg qui trient les déchets, où ils vont les vendre, ils nous le rapportent chaque année, mais c'est souvent uniquement de l'autre côté de la frontière qu'on le connaît. Donc là, il y a des grands distributeurs qui collectent ces déchets et après, on ne sait plus directement où ils vont partir. Donc ça, c'est vraiment un point important dont on essaie d'avoir la transparence. Donc ça, c'est aussi un des premiers cas, des premières choses qu'on va essayer d'imposer, on va dire. Et voilà, il y a aussi l'organisme agréé doit également enregistrer ses membres auprès de l'administration, donc chez nous pour qu'on puisse vérifier s'ils sont tous enregistrés auprès d'un organisme agréé. Donc voilà, pour résumer encore, je crois que les transparents les plus importants, c'était les 3 qui expliquent qui sont des responsables d'emballage. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr si vous vous trompez dedans, n'hésitez pas à nous contacter également. Voilà, il y a notre adresse email et sinon vous essayez par appel téléphonique, on est toujours là pour donner des réponses. Ok, merci beaucoup et je donne la parole à Valorlux. Merci beaucoup, Monsieur Mirguin, pour cette présentation. Alors, je vais maintenant donner la parole et aussi la souris à Monsieur Bastien. Merci beaucoup. Ça semble fonctionner maintenant. Merci beaucoup. Et aussi, merci Tim pour les explications du cadre légal. Moi, je suis Marc Bastien et je m'occupe de la mise en place du système des emballages non ménagers chez Valorlux. Et voilà, donc je commence peut-être avec quels emballages sont concernés.
si j'arrive au prochain slide, parfait. Et je reprends un peu ce que M. Béguin avait dit avant. Donc, il y a en fait, pour la plupart, les emballages qui sont concernés, ce sont les emballages tertiaires, donc les palettes one-way, les films étirables, les protections de transport, donc par exemple les coins ou les cornières. Après, il y a tous les emballages secondaires, bien sûr. Donc, ça sont plutôt les cartons, des boîtes ou des bidons. Et après, il y a ce cas aussi des emballages primaires. Donc, dans le système des emballages non ménagers, il y a uniquement les emballages primaires qui sont conçus pour l'usage exclusif des professionnels qui sont concernés. Donc, ça veut dire donc soit les grands bidons de plus que 10 litres ou par exemple donc des moteurs qui sont emballés avec un emballage primaire ou par exemple voilà, des autres pièces de réchange ou des outils mécaniques. Ben, ce sont des cas où en fait même l'emballage primaire est à considérer comme emballage non ménager ou industriel. Donc juste pour vous expliquer dans le wording, non ménager et industriel, c'est la même chose à la fin. Donc, et comment en fait maintenant, si on a maintenant trouvé, voilà, ces emballages sont des emballages industriels et ils sont à déclarer. Nous, en fait, chez nous, la déclaration se fait après dans 4 catégories. Donc, et ça sont nos points verts, donc 4 catégories. Une fois le papier carton, le plastique, le bois et les métaux. Et donc, on a vraiment essayé de le laisser le plus simple possible pour vous, donc de ne pas commencer à créer une tonne de différentes catégories. Donc, à la fin, il y a, vous allez voir, donc juste 4 lignes à remplir avec 4 types de matériaux. Donc, par exemple, pour clarifier, dans le plastique, il y a donc les films qui tombent dedans, le styropor, les big bags. Donc, dans le plastique, vous voyez, donc il y a toute une chaîne de différents plastiques qui tombent dedans. Donc voilà, donc, mais après, à la fin, vous pouvez donc regrouper et prendre la somme de ces différents sous-matériaux et les mettre en plastique. Donc, je continue peut-être avec le modèle opérationnel. Donc, un peu à vous expliquer quels flux sont après à déclarer pour un peu peut-être visualiser ce que votre entreprise fait et après quels flux, donc quelles sorties et inputs sont à déclarer. Donc, je pense que le plus important, c'est d'abord voir, il y a 2 mondes. Il y a une fois vos ventes et vos achats. Et donc, pour les ventes, vous devez en fait toujours déclarer les emballages des produits qui restent au Luxembourg, donc à des clients luxembourgeois. Si vous exportez des emballages donc de vos ventes, vous ne devez pas les déclarer. Donc, ils ne sont pas dans notre système ici chez Valorlux, ils ne sont pas déclarés. Donc ça, c'est un peu peut-être le côté facile. Donc là, vraiment, si l'emballage est vendu chez un client luxembourgeois, vous le devez déclarer. Après, on arrive à ce deuxième monde, ce sont les achats. Et ça, c'est le cas où vous déballez. Donc c'est plutôt, voilà, vous recevez quelque chose d'un fournisseur, un produit, c'est pas un produit importé, une matière première ou même une pièce de réchange, et vous la déballez. Et après, vous êtes aussi responsable d'emballage si ce fournisseur n'est pas déjà membre chez nous. Donc, nous, à la fin, on a une liste membre que vous pouvez aller, elle est disponible sur notre site Internet, une liste membre actuelle, où vous pouvez regarder si le fournisseur est déjà membre chez nous. Et si c'est le cas, vous n'êtes plus obligé à le déclarer, car lui, il a déjà fait la déclaration. Donc, voilà, donc la responsabilité pour cet emballage est faite et en OK. Donc, voilà, donc il reste donc seulement les emballages à déclarer qui viennent des fournisseurs non membres Valorlux. Et c'est souvent le cas pour les sociétés luxembourgeoises. Si vous avez un fournisseur ici en Luxembourg, ils sont pour la plupart membres. C'est plutôt, vous devez regarder, ce sont les sociétés étrangères. Donc, si vous avez un fournisseur hors Luxembourg, c'est souvent le cas qu'ils ne sont pas membres. Donc, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, par exemple, si vous avez maintenant uniquement des fournisseurs au Luxembourg, c'est très possible que cette partie des achats, donc des emballages que vous déballez, ne soit pas déclarée. Donc, vous avez donc, car tous vos fournisseurs sont déjà membres chez nous. Je continue peut-être avec
maintenant, vous dites, oui, comment est-ce que je peux déclarer? Donc, car c'est quand même pas si facile après si on doit déclarer les emballages que nous avons reçus donc par nos fournisseurs, car nous, on ne connaît pas trop les détails. Donc, il y a à la fin deux méthodes. Pour déclarer, il y a une méthode A et une méthode B. Et la méthode A est plutôt pour les ventes. Donc là, on regarde en fait si vous emballez quelque chose, si vous avez une fiche technique, vous pouvez donc, et que vous connaissez la masse théorique de cet emballage, vous pouvez donc déclarer, voilà, ce produit a besoin d'un carton qui pèse 10 grammes. Et moi, j'ai vendu 100, 100 de ces produits, donc c'est 100 fois 10 grammes. Et vous êtes, voilà, et c'est ça que vous devez déclarer en papier carton. Donc ça, c'est plutôt si vous connaissez vraiment les quantités d'emballage exactes. Et donc, cette méthode va aussi être la plus précise, bien sûr. Vous pouvez aussi le faire comme ça si vous avez maintenant, si vous utilisez des rouleaux avec des films étirables pour palettiser. Vous pouvez aussi donc utiliser vos chiffres des achats. Donc, si vous dites, oui, moi, j'ai acheté l'année dernière, donc 4 rouleaux, vous pouvez déclarer les 4 rouleaux et comme ça. Donc, il y a toujours les deux manières. Hein. Donc, soit par vos achats ou si vous avez une fiche technique de vos produits, vous pouvez utiliser donc cette fiche technique avec les quantités d'emballage. Après, donc on revient dans le cas si vous déballez, vous me dites ah oui mais là c'est compliqué à peser chaque emballage vraiment, car ça c'est même un travail énorme. Donc en fait ce qu'on a établi c'est en fait si vous achetez quelque chose et si vous recevez un produit avec des emballages, vous les déballez et ça va tomber à la fin dans vos conteneurs de déchets. Et donc, nous, on propose comme solution que vous pouvez donc utiliser pour vos emballages donc, que vous avez reçus. Donc, cette méthode B qui, en fait, reprend les poids de vos certificats des sociétés d'assainissement. Donc là, vous pouvez, si vous travaillez, donc, par exemple, avec des sociétés d'assainissement connues au Luxembourg, vous pouvez utiliser ces certificats pour faire votre déclaration. Donc là, vous avez les détails. Voilà, ce collecteur est venu chercher 100 ou 100 tonnes voilà, de papier carton. Vous pouvez donc déclarer ces 100 tonnes dans cette méthode B. Donc ça, c'est peut-être une manière, donc elle est bien sûr estimée, mais elle est plus simple et je pense plus facile pour vous à gérer. Et sinon, vous devez vraiment commencer à peser chaque emballage. Donc, je viens peut-être à comment après ça s'affiche sur notre plateforme de déclaration Valbase. Donc là, on a aussi essayé de le laisser le plus simple possible. Donc, on a 4 lignes. Et les 4 lignes, donc le IM01, IM02, IM03 jusqu'à 4, ce sont les 4 matériaux, donc les 4 catégories dont j'avais parlé avant. Donc le papier carton, le plastique, le bois et les métaux. Et vous allez voir que vous avez après seulement 2 colonnes à remplir. C'est une fois le poids brut A et le poids brut B. Donc ça correspond à la méthode A et la méthode B. Donc la méthode A, ça c'est sur les fiches techniques. Et là, vous pouvez donc déclarer, par exemple, dans ce cas, c'est en kilogrammes, c'est 4 tonnes de papier carton et 2 tonnes de plastique. Et vous avez aussi la méthode B, donc avec vos certificats par vos collecteurs. Et vous pouvez les entrer ici, donc la somme. Ce qui est important maintenant à savoir, vous voyez qu'ici, il y a aussi un pourcentage emballage. Ce que nous, on va faire, c'est, car on sait, par exemple, dans les conteneurs de déchets, par exemple du papier carton, il y a aussi du papier bureau dedans. Et donc, vous allez dire, ah oui, mais là, voilà, ce qu'il y a dans ce conteneur, c'est pas uniquement des emballages. Et voilà, vous êtes correct. Donc, ce que nous, on a fait, on est allé chez les collecteurs les plus connus ici au Luxembourg et on a fait des analyses pendant 2 semaines et on a déterminé des pourcentages emballage dans leur input sur un niveau national. Donc, on a dit, par exemple, pour le papier carton, il y a 86% d'emballage en manière générale dans les conteneurs avec du papier carton. Donc ça, c'est important à retenir. Donc nous, on fait ce calcul déjà.
Et voilà, si vous dites vraiment, nous, on est un cas très exceptionnel, on pourra aussi échanger, dire, voilà, non, moi j'ai beaucoup moins ou moi j'ai beaucoup plus d'emballage dans mon conteneur. On est ouvert pour changer ces pourcentages, mais vous devez nous contacter. Donc, cette colonne-là n'est pas, vous ne pouvez pas la modifier. Et donc, après, vous voyez donc tous les calculs et aussi avec les coûts unitaires par kilogramme de déclaration. Et après, ça, c'est déjà tout. Donc, vous devez remplir ces 2 colonnes où c'est en fait, peut-être, vous avez même juste besoin d'une méthode. Si vous avez tous les détails de vos emballages, peut-être vous avez juste besoin de la méthode 1. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, vous pouvez utiliser les 2 méthodes ensemble ou séparées, comme vous voulez. Comme ça, comme c'est le plus facile pour vous. Donc, pour un peu résumer de ce que j'ai maintenant parlé, donc, pour les ventes, vous pouvez uniquement utiliser la méthode A. Et en fait, ce que vous emballez vous-même, ça ne va pas tomber dans les conteneurs de déchets. Donc là, pour vraiment vos produits que vous vendez ici au Luxembourg, vous avez juste le choix d'utiliser cette méthode A avec les fiches techniques ou les achats. Pour vos produits importés ou tous les achats des fournisseurs, vous êtes ouvert donc à utiliser les 2 méthodes. Là, on est ouvert. Vous pouvez donc utiliser les certificats, les collecteurs ou utiliser les détails si vous les avez. C'est aussi possible que vous recevez les fiches techniques de votre fournisseur. Important aussi à savoir, maintenant, je reviens peut-être à ce point où j'avais dit, vous devez donc pour vos achats uniquement déclarer les emballages qui viennent des fournisseurs qui sont déjà membres chez Valorlux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait déterminer dans votre totalité des fournisseurs, combien est-ce qu'il y a de fournisseurs non membres Valorlux. Donc, vous déterminez un pourcentage fournisseurs non membres Valorlux divisé par le total de vos fournisseurs et vous pouvez appliquer ce pourcentage à votre poids des conteneurs de déchets pour que vous ne déclarez en fait pas des emballages qui sont déjà déclarés chez Valorlux et pour qu'il n'y ait pas une déclaration double. Car sinon, il y a aussi trop d'emballages mis sur le marché qu'on ne va plus jamais retrouver dans le recyclage. Donc, à la fin, ça veut dire aussi un taux de recyclage qui serait faible. Donc, je continue peut-être aussi un peu pour résumer quels acteurs il y a maintenant dans ce système de responsabilité élargie non ménager. Donc, d'abord, et voilà, je pense que c'est le point principal, il y a le responsable d'emballage qui lui-même finance les systèmes et déclare tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois. Donc voilà, ça c'est celui qui emballe ou voilà et là on vient tout de suite au deuxième acteur, il y a aussi, donc le déballeur. Et donc c'est possible que vous êtes les deux. Donc voilà que vous vendez des emballages et vous recevez des emballages aussi par vos fournisseurs et vous les déballez. Donc c'est tout à fait possible que vous avez les 2 rôles. L'important c'est aussi de savoir pour l'acteur déballeur, ceux qui font un tri donc dans les différents dans le papier carton, plastique, le bois et les métaux, ont aussi droit à une prime. Donc, en fait, pour un peu motiver aussi qu'il y a un tri au Luxembourg et que nous, on peut retrouver ces quantités d'emballage au recyclage. Si vous avez juste donc un conteneur à déchets mixtes, là, on ne donne pas de prime. Et non plus pour le papier carton. Donc, la prime sera pour le plastique, le bois et les métaux. Après, un autre monde, je pense, qui ne vous concerne pas trop, mais ça, c'est en fait le collecteur à la fin. Nous, on est aussi en échange direct avec les collecteurs les plus connus au Luxembourg et aussi quelques collecteurs en dehors du Luxembourg, en fait, pour recevoir les quantités d'emballage collectées au Luxembourg. Donc, eux, en fait, ils viennent chercher les emballages chez vous. Nous, on s'occupe de contact avec eux, de recevoir les informations, qu'est-ce qu'ils ont envoyé au recyclage, qu'est-ce qui était incinéré. Et ça, c'est en fait, donc nous, on doit vraiment faire toute la chaîne, toute la traçabilité et garantir que, voilà, quels emballages sont recyclés, quels sont insérés, afin, à toute la fin, on peut après calculer le taux de recyclage au Luxembourg. Donc, à la fin, donc, la gestion opérationnelle des déchets d'emballage reste comme toujours. Donc, vous pouvez travailler avec
chaque collecteur, nous, on impose rien sur avec quel collecteur vous devez travailler. Donc là, vous êtes libre à utiliser votre collecteur comme toujours ou changer comme vous voulez. Donc, je viens aux conclusions et prochaine étape. Donc, la première déclaration a en fait déjà commencé et elle se termine en fait fin février, donc le 28 février. Et donc, cette période de déclaration se concentre sur les activités de 2024. Donc, vous devez déclarer donc tous les emballages mis sur le marché de l'année 24 dans le prochain mois, en fait. Donc, ça, c'est le premier step. Donc, pour faire ça, vous devez en fait devenir membre chez nous, car pour le moment, nous, on est le seul organisme agréé qui peut vous mettre en conformité avec la responsabilité élargie du producteur non ménager. Donc, ça, c'est une step. Et là, on peut vous aider. Donc, là, on est aussi ouvert pour toutes les questions. Si vous n'êtes pas sûr, est-ce que nous sommes responsables d'emballage ou est-ce qu'on doit déclarer ces quantités-là ou non? Donc là, nous, on vous aide à être bien en conformité. Et après, la partie des primes pour les déballeurs, ça sera un peu plus tard. Ça sera à partir de mai 2025, la première fois. Et ça va se dérouler sur la même plateforme que la déclaration, donc Valbas. Et là, vous pouvez demander votre prime tout facilement. Vous ne devez plus déclarer quelque chose. Nous, on reprend les données des collecteurs. Et donc, nous, on calcule la prime automatiquement. Et comme ça, vous devez en fait juste appuyer un bouton que vous voulez donc recevoir votre prime des valeurs. Donc, je pense que c'était tous mes points. J'espère que j'ai un peu aidé à clarifier donc toutes vos questions sur le système de la responsabilité élargie du producteur. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des cas spécifiques, voilà, nous on est là, on vous aide et on essaie de vous mettre en conformité légale. Merci beaucoup, Monsieur Bastian, pour cette présentation complète. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, il y a déjà des questions qui ont été reçues. Donc, il y a une première question pour Monsieur Mirga. Qu'en est-il si les produits emballés ne sont pas vendus sur le marché luxembourgeois? Oui, merci. Je vais peut-être aussi directement répondre à la question qui est en dessous parce que ça va un peu dans le même sens. Donc, si vous vendez des produits emballés à l'étranger, ben, vous allez être responsable d'emballage dans le pays étranger. Donc, vous n'allez pas l'être au Luxembourg, mais vous allez l'être dans le pays où vous allez vendre les produits emballés, s'ils se trouvent en Europe, bien sûr. Donc, maintenant, la deuxième question, elle est un peu plus intéressante. Il faut savoir que, voilà, pour ce qui est non ménager, les questions sont un peu plus, on va avoir plus de cas, comme j'avais dit avant, des cas un peu plus limites. Donc voilà, j'ai un peu regardé comment je donnerai l'interprétation ici, mais ce serait quand même bien si vous voulez vraiment de nous également, comme j'ai dit, contacter par mail pour que vous puissiez nous donner plus de détails pour répondre à cette question. Mais si je comprends bien ici, c'est le cas d'une société qui va importer, je vais dire peut-être la matière première qui est déjà emballée et qui va alors manufacturer des produits elles-mêmes qui seront également emballés, mais elle va les vendre à l'étranger. Donc, comme j'avais montré sur le transparent, une des conditions dans le cas B, c'est qu'elle met des produits emballés sur le marché au Luxembourg. Donc là, j'aurais tendance en un premier lieu à dire qu'ils ne sont pas concernés. C'est un peu dommage parce que voilà, ils vont générer quand même des déchets au Luxembourg en déballant leur matière première. Donc, comme j'ai dit aussi avant, à un certain moment, c'est quand même les autres sociétés qui feront part des responsables d'emballage qui vont quelque part aussi porter sur leur épaule justement le recyclage de ces matières. Mais ce que je veux peut-être aussi dire, mais ça va peut-être aller un peu loin, ça peut être un peu compliqué, c'est pour ça que je vous dis contactez-nous directement, c'est que voilà, au niveau européen, il y a également un règlement qui a été
il vient juste d'être publié, je crois qu'il n'y avait même pas une semaine. Bon, il sera que d'application d'ici un an et demi, mais là, ce cas particulier-là, il est quand même également traité. Et là, j'aurais tendance à dire qu'ils vont quand même tomber sous la responsabilité d'emballage. Et voilà, donc ce sera, si même pas aujourd'hui, directement sur la législation luxembourgeoise, ce sera peut-être d'ici un an et demi sous la législation européenne. Mais comme j'ai dit, contactez-nous directement et on va pouvoir regarder votre cas plus en détail. Ok, merci. Il y Voilà, avait une après, autre je crois que c'est une question concernant les question. établissements bancaires qui Ah utilisent oui, des les emballages établissements. plastiques pour le dépôt de fonds. Ces emballages sont-ils des emballages non ménagers? Ça dépend de la taille, mais je suis C'est une presque question sûr que intéressante. ménager. Pardon. Ouais, ouais, pardon, monsieur Méga. Donc, Pardon. de mon côté, c'est Oui, un question. emballage ménager. De mon côté, je suis pas vraiment sûr de quoi il s'agit ici. Si c'est lié pour le dépôt de fonds. Parfois, on a le cas où il y a des matières premières qui sont emballées uniquement pour protection et que la société ne revend pas, qu'elle garde chez elle. Si c'est ce cas-là, ça pourrait peut-être pas tomber sur la définition d'un emballage en tant que tel. Mais sinon, si c'est un emballage, sa définition d'emballage, ce serait un emballage non ménager. Mais il faudrait toujours qu'il s'agisse d'un produit qui est revendu. Donc, Ok. Alors, il y a une question double donc un participant. Donc, les fournisseurs déclarés membres Valor Luxe ont-ils une signalétique existante sur les emballages afin de ne pas avoir à contrôler chaque fournisseur? Ou tous les industriels luxembourgeois doivent-ils se déclarer à Valor Luxe, n'est-ce pas? Alors, il y a deux questions. La première et la deuxième, c'est est-ce que tous les industriels doivent se déclarer à Valor Luxe? Moi, je reprends peut-être la réponse. Donc, oui. Donc, si on regarde l'obligation, donc chaque entreprise au Luxembourg qui en fait emballe des produits, il les vend ici au Luxembourg et tout de suite responsable d'emballage. Il doit déclarer, il doit adhérer à Valorlux. Et même tout de suite, si vous déballez quelque chose et c'est un fournisseur étranger qui n'a pas fait sa déclaration chez nous, donc qui n'est pas membre Valorlux. Donc oui, donc très souvent, les sociétés au Luxembourg sont responsables d'emballage. C'est très rare. Donc là, vous n'aurez en fait presque aucun produit physique qui resterait en Luxembourg. Ça voulait dire exactement ça, pour que vous n'êtes pas responsable d'emballage au Luxembourg. Pour l'autre question, c'était s'il y a un Une symbole. signalétique, oui. Ouais. Donc, oui, sur les emballages primaires, mais voilà, nous, on est un peu plutôt maintenant sur le système des emballages industriels. Là, pas vraiment. Donc là, on a juste notre liste membre dans notre médiathèque sur valorlux.lu. Et sur les emballages ménagers, là, il y a le point vert, mais ça c'est pas dans ce cadre. Mais sur les emballages industriels, c'est très, très, très rare. Donc là, vous devez vraiment regarder notre liste membre. Très bien. Alors, il y a des questions très, très techniques et d'autres plus générales. Donc, je vais prendre des questions un peu plus générales. Il y en a une, c'est comment peser les emballages reçus par les fournisseurs? Comment le peser chaque semaine? Moi, je pense toujours là, le plus simple avec les fournisseurs, c'est de vraiment prendre le poids des conteneurs de déchets. Si vous voulez vraiment peser les emballages un par un, ça reste votre choix, mais je propose de plutôt peser vos conteneurs de déchets comme ça. Vous n'avez pas besoin de peser à chaque fois ou régulièrement ces emballages. Vous pouvez bien sûr, si vous savez que c'est toujours le même produit que vous achetez, et donc toujours dans le même emballage, aussi dire voilà, je le pèse quelques fois par mois et dire voilà, ça c'est donc le poids standard pour ce produit.
et je le multiplie par le nombre d'unités achetées. Donc ça, c'est une possibilité, mais je pense que là, ce serait quand même plus simple de prendre les poids des conteneurs de déchets. Merci. Il y a une question au niveau des coûts. Cela signifie qu'il y aura deux facturations, une première par notre fournisseur collecteur de déchets, puis une deuxième frais de déclaration auprès de Valorlux. Oui, et ça, c'est juste si vous utilisez cette méthode B. Bien sûr, elle a l'air de faire un peu en sorte que vous payez deux fois. Mais c'est en fait juste car normalement, nous, on se concentre juste sur les emballages. Et donc, pourquoi il y a ces coûts? C'est en fait car nous, on doit aussi faire ce travail de traçabilité voilà, à la fin du recyclage et garantir un taux de recyclage. Donc, c'est pas maintenant car on veut absolument que c'est une aspect à la fin, donc on ne veut pas maintenant que ça coûte énormément. Donc, nous, on n'a aucun avantage si on augmente les coûts unitaires. Mais voilà, donc nous, on doit quand même utiliser cet argent, ces contributions pour garantir donc toute la chaîne et toute la responsabilité élargie pour vous. Donc, oui, ça semble à cause de la méthode B que vous payez une fois l'élimination et une fois la déclaration. En fait, c'est le cas, mais à la fin, c'est obligatoire et c'est juste par cette méthode B. Par exemple, si vous n'utilisez pas cette méthode B, vous déclarez donc voilà les emballages comme elles sont sur les fiches techniques. Voilà, donc d'une ou d'une autre manière, vous devrez déclarer ces emballages. Voilà, et à un prix unitaire par catégorie. Très bien, merci. Une autre question, nous avons un parc à déchets commun à 3 entreprises. Est-ce que les 3 doivent déclarer ou seulement la société principale? Je pense que ça, c'est un cas qu'on pourrait voir après ensemble, que vous nous Oui, contactez, comment distribuer, voilà, car je pense, chacun est responsable de l'emballage. Et là, on va trouver une solution pour vous, comment déclarer pour répartir les coûts de manière juste. Donc là, maintenant, je n'ai pas une solution parfaite, maintenant prêt. Donc là, on devrait regarder ensemble. Mais c'est un bon cas. Oui, à la fin, vous êtes certainement un peu tous responsables d'emballage et on doit regarder comment le faire. merci. Il y a une question d'une société de construction qui n'a pas compris Oui. s'ils sont responsables de déchets d'emballage pour les produits importés. Exemple, carrelage italien, bois de chez Batipro, sac de ciment de chez Simalux. Ok, donc j'avais un peu dit le cas, l'énoncé des sociétés de construction. Donc, en tant que société de construction, vous ne mettez pas des produits emballés sur le marché luxembourgeois, donc vous n'êtes pas responsable d'emballage. S'ils sont importés, malheureusement, c'est les sociétés à l'étranger qui vont être responsables. Mais vous mettez également, si vous les achetez chez Batipro ou chez Simalux, à ce moment-là, c'est société au Luxembourg, donc Batipro et Simalux, c'est eux qui vont être les responsables d'emballage. Donc, encore une fois, en tant que société de construction, comme vous ne mettez pas d'emballage sur le marché au Luxembourg, vous n'allez pas être responsable d'emballage. Merci. Une autre question, si j'achète mon matériel d'emballage à un fabricant luxembourgeois, dois-je le déclarer ou est-ce le fabricant qui s'en charge? Très, très bonne question. C'est en fait, vous êtes quand même, c'est à vous. Ça, c'est la, la réponse rapide, car en fait, vous êtes responsable d'emballage. Donc, vous êtes l'acteur qui emballe. Donc, c'est la société qui vous vend l'emballage, donc le matériel. Ils vendent un produit à vous. Donc, voilà, donc vous recevez ce matériel pour emballer, mais à la fin, c'est vous qui emballez activement un produit et c'est vous qui déterminez combien de quantité j'utilise maintenant et quelle taille. Et donc, voilà, c'est votre responsabilité aussi de réduire un peu peut-être ce que vous utilisez comme emballage. Donc, c'est à vous de déclarer ces quantités-là. Ouais. Merci. Encore une autre question pour Monsieur Bastian. Pour les emballages primaires, vous parlez des produits conçus pour usage professionnel supérieur à 10 litres par kilo.
Ceux de moins de 10 litres par kilo pour usage professionnel aussi sont considérés comme déchets ménagers? Ouais, je pense la réponse à cette question, c'est une bonne question aussi. Donc, c'est plutôt de voir où est-ce que vous vendez ce produit. Donc, je comprends bien que cette limite de 10 litres ou 10 kilos, c'est plutôt net. Si vous avez maintenant des bidons, et voilà, pour déterminer, OK, ça tombe pour la plupart dans des restaurants ou dans des autres industries. Voilà, si vous savez que votre produit avec l'emballage primaire est vendu euh, uniquement à des professionnels, ça tombe aussi dans un emballage non ménager, bien sûr. Donc, c'est plutôt de voir où est-ce que vous le vendez. Donc, chez un consommateur final ou dans une autre industrie, euh, c'est en fait ça qui est plus important. Cette limite de 10 kilos, 10 litres aide un peu à déterminer, voilà, si vous n'êtes pas sûr, où est-ce que tu dois mettre maintenant ces emballages, plutôt ménagers ou plutôt non ménagers. Mais là, si vous savez que vous vendez ces emballages à des professionnels, c'est non ménager. Merci. Alors, il y a encore pas mal de questions. Là, il y en a encore une. Si toutes les firmes luxembourgeoises doivent devenir membres chez Valor Luxe, alors on ne déclare aucun emballage mis sur le marché qui vient d'une firme luxembourgeoise. Est-ce que c'est correct? Donc, bon, la question est un peu difficile à poser, mais on a les sociétés luxembourgeoises qui mettent des produits emballés sur le marché luxembourgeois. Elles vont être responsables d'emballage. Donc, c'est un peu le cas où j'avais dit avant, Batipro ou Simalux, qui vont vendre des produits à Luxembourg qui sont emballés. C'est eux qui vont être responsables pour ces produits emballés. Si j'ai bien compris la question, mais Marc, peut-être toi, tu la vois différemment. Donc, oui, mais c'est un peu ça. Donc, la réponse est oui. Donc, si on serait dans un monde parfait où vraiment chaque entreprise est membre Valor Luxe et vous avez uniquement des fournisseurs qui viennent qui travaillent au Luxembourg pour vos quantités déballées, vous n'aurez rien à déclarer. Peut-être par contre pour les emballages que voilà, vous emballez vous-même, donc les produits que vous emballez vous-même, ça c'est quand même à déclarer et voilà, qui sont vendus bien sûr au Luxembourg. Donc, mais non, voilà, pour les emballages déballés, si vous avez juste des fournisseurs luxembourgeois, il ne reste déjà maintenant pas beaucoup. Ok, merci. Alors, encore une question pour Monsieur Bastien. Dès lors que nous utilisons la méthode B, nous avons ensuite accès aux primes. Est-ce le cas? Oui, donc voilà, si vous utilisez la méthode B, vous avez, normalement, moi, je suis presque sûr que vous êtes aussi éligible à une prime, hein. Donc, quand vous avez des conteneurs qui sont collectés par différents collecteurs, voilà, vous avez fait le tri. Donc, ça, c'est la seule condition. Et après, vous avez aussi droit à la prime. C'est correct. Très bien. Alors aussi une demande de clarification. Si je comprends bien, tant que notre entreprise ne vend pas de produits emballés sur le marché luxembourgeois, la déclaration n'est pas nécessaire, même si nous recevons des produits emballés de fournisseurs. Est-ce correct? Ça, c'est une bonne question, mais ça, dans ce cas, n'est pas correct. Donc, si vous devez en fait séparer si vous emballez ou si vous déballez. Ça sont deux mondes séparés. Et c'est pas si dans votre cas, si vous exportez tous vos produits finis, vous n'aurez plus rien à déclarer, hein. Donc, vous devez encore regarder, est-ce que moi, je suis responsable d'emballage si moi, je déballe? Donc, vous devez regarder les deux mondes séparés. Donc, les achats et vos produits finis ne sont pas dépendants, hein. C'est pas à dire si vous exportez tout, voilà, je ne suis plus responsable d'emballage. Donc, ça pourrait être que vous recevez des emballages de fournisseurs non membres qui n'ont pas déclaré. Et voilà, là, vous êtes responsable d'emballage et vous devez déclarer, par exemple, avec la méthode B. Merci pour la clarification. Comment nos fournisseurs étrangers doivent se déclarer sur Valorlux? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment les fournisseurs étrangers doivent se déclarer sur Valorlux? C'est un peu le même schéma. Donc,
Nous, nous, on accepte chaque membre aussi étranger, donc fournisseur étranger, qui veut faire sa déclaration. Donc ça, c'est aucun souci. Donc c'est euh, le même schéma, si je comprends bien la question. Ouais. Donc, ouais, ça c'est. Donc oui, donc chacun peut devenir membre aussi. Donc, et les sociétés en Luxembourg sont très souvent responsables d'emballage, donc eux, ils doivent devenir membres. Les fournisseurs étrangers le peuvent aussi. Merci. Il y a une question concernant la TVA. Y a-t-il une exonération de TVA, surtout si un produit vient de Belgique? Ouais. Donc sur la liste membre, nous on a le nom de la société et le numéro de TVA. Et regardez surtout le numéro de TVA, car parfois les noms ne sont pas exacts ou pas les mêmes comme dans votre base de données. Et comme ça, avec les numéros de TVA, vous pouvez faire un matching et voir quels fournisseurs sont déjà membres chez nous ou ne sont pas membres. Ouais. Ça, c'est un bon point. Merci. Il y avait aussi une question concernant les tarifs de Valorlux. Oui, donc pour les tarifs, le papier carton et le bois, on est à 19,5 € la tonne. Et pour le plastique et les métaux, on est à 39,5 € la tonne. Donc, ça sont les prix pour la déclaration. Merci. Il y a une question concernant les emballages réutilisables ou consignés en alimentaire. A-t-on une prime sur la déclaration? Ça, pour le moment, comme c'est pas encore nécessaire de les déclarer, il y aura donc pas de prime sur les emballages réutilisables pour l'instant. Mais ça pourra changer dans les années à venir. Merci. Je vais encore prendre une dernière question. En tant que société de cosmétiques, nous livrons directement à certains consommateurs au Luxembourg. Ces envois doivent-ils également faire l'objet d'un enregistrement via le site Valorlux à chaque fois? Et cela doit-il se faire de manière ponctuelle ou annuelle? Ouais. Si vous livrez directement à des consommateurs, comme par exemple, je prends l'exemple d'Amazon, vous êtes même obligé de les déclarer, comme chaque autre responsable d'emballage. Donc, et si vous livrez en fait à des autres sociétés ou des entreprises, là, c'est aussi votre responsabilité en fait de s'occuper de la responsable de la REP sur ces emballages. Donc oui, en fait, normalement aussi comme société étrangère, vous devez aussi déclarer ces emballages vendus aux autres sociétés. Voilà. Donc et pour les emballages vendus aux consommateurs finaux, c'est une obligation dans la loi luxembourgeoise. Merci. Alors, il y a une dernière question, je la cite quand même, elle est très technique. Est-ce que les textes législatifs précisent la définition de recyclabilité à travers des normes? Je pense par exemple au taux de recyclabilité défini par la norme CEPI V2, bientôt V3 pour le papier ou encore pour des monomatériaux sur base de polyolépine pour les plastiques. Je reprends la question. Non, dans les textes luxembourgeois, il n'y a pas de définition concernant les normes de recyclabilité, mais c'est comme j'ai déjà dit un peu avant, c'est le nouveau règlement au niveau européen qui va définir ces normes de recyclabilité. Et voilà. Mais du côté de Valorlux, c'est quand même quelque part pris en compte dans leur contribution, mais pas de manière précise comme c'est demandé ici. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, s'il en reste, n'hésitez pas à contacter nos intervenants. Je remercie les intervenants d'avoir pu nous éclairer et éclairer nos participants sur la responsabilité élargie des producteurs, qui est un sujet vaste. Et comme je l'ai dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter nos intervenants, Betriber Enelvet ou moi-même. Et il me reste à vous souhaiter une très belle journée et peut-être à un prochain événement. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.